Vous êtes dans le Morning News. Bonjour. À la une de l'actualité ce matin, l'Afrique de l'Ouest face au coup d'État, 3 pays aux mains des militaires. Pourquoi la réapparition de ce phénomène et quelles en sont les conséquences politiques? Le décryptage à suivre dès le début de ce journal. Déficit d'investissement dans les infrastructures en Afrique, une problématique majeure, et pour y mettre fin, les experts défendent notamment la nécessité de développer les partenariats publics-privés et des modes de financement innovants. Lutte contre l'insécurité alimentaire au Mali. 64 000 tonnes de céréales sont nécessaires cette année afin de parvenir à faire face à la situation. On commence par le Burkina Faso où les militaires au pouvoir ont rétabli lundi 31 janvier la Constitution. Celle-ci était suspendue depuis que la junte a pris le pouvoir le 24 janvier dernier. Un rétablissement en attendant la mise en place des organes de transition, souligne le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui revient aussi sur la composition du mouvement. La junte au pouvoir sera composée d'un président en la personne du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et de 2 vice-présidents, d'un coordinateur et de commission. Mais sur ces points, aucun nom n'a pour l'heure été dévoilé. Et dans la région, 3 pays sont désormais aux mains des militaires. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. L'Afrique de l'Ouest face au putsch. La région enchaîne les coups de force militaires. Gros plan ce matin sur cette prise de pouvoir. C'est un sujet de la rédaction. L'Afrique de l'Ouest dans la spirale des coups d'État militaires. Les coups de force surviennent les uns après les autres dans cette région. Le Mali par 2 fois depuis août 2020. La Guinée en septembre 2021 et enfin le Burkina Faso le 24 janvier dernier. Un phénomène de contagion aux multiples causes. Le coup d'État est toujours une affaire de groupuscules militaires, il ne faut pas l'oublier, qui essaient de se donner des habits de l'intérêt général et de s'appuyer sur les gouvernances dites démocratiques. On a l'habitude d'ailleurs de dire que ce sont les régimes démocratiques qui préparent le terrain au coup d'État, mais non. Moi, je dirais plutôt que ce sont les régimes de simulacre de démocratie, des démocraties de façade qui font cela. Les populations reprochent aux dirigeants de la région, comme au président récemment renversé, Roch Marc Christian Kaboré, de ne pas avoir réussi à endiguer la crise sécuritaire. Le Sahel est confronté aux violences attribuées à des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Et en dépit du soutien militaire et financier international, le chaos s'est emparé de la région. Je parle ici de régimes qui sont des gouvernements de clans, autoritaires, coupés du peuple, qui marchent sur la Constitution, etc. Ce sont des régimes qui finissent par provoquer dans la population un réflexe de défiance, évidemment, voire de rejet de l'État. Mais il faut le dire, le coup d'État ne permettra jamais un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ce qui est le fond de l'idée démocratique. Un retour brutal des coups d'État dans le champ politique. Un phénomène qui, pour certains, illustre aussi le faible effet des sanctions imposées par les organisations sous-régionales. L'actualité également marquée par le Mali qui a annoncé l'expulsion sous 72 heures de l'ambassadeur de France Joël Meyer en poste depuis octobre 2018. Annonce faite ce 31 janvier dans un communiqué lu à la télévision d'État. Ce geste est une nouvelle illustration du durcissement des relations entre Paris et Bamako. Pour se justifier, la junte malienne évoque des déclarations hostiles de responsables français à leur encontre. La ministre française des Armées, Florence Parly, a déclaré le 25 janvier dernier que les militaires au pouvoir au Mali multipliaient, je cite, les provocations. Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a quant à lui, 2 jours après, qualifié la junte d'illégitime et ses décisions d'irresponsables. Malgré la prise de conscience de la dimension stratégique des infrastructures, le continent africain ne parvient toujours pas à obtenir les investissements nécessaires. La Banque africaine de développement chiffre les besoins à 170 milliards de dollars par an et le manque actuel est estimé chaque année à plus de 100 milliards de dollars. Philomène Tine.
L'Afrique ne peut pas réussir son intégration régionale sans les infrastructures. C'est du moins l'avis du président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Néanmoins, le manque d'infrastructures est évalué entre 48 000 et 63 000 milliards de francs CFA par an pour le continent, notamment dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'assainissement, du digital, des infrastructures portuaires et aéroportuaires. Comme le souligne le président de la BAD, les déficits d'infrastructures sont assez importants en Afrique. Il y ait des villes permettra non seulement de favoriser les échanges, mais aussi de mettre en place des routes qui vont permettre une croissance régionale intégrée. En plus de ça, je pense que nos États doivent vraiment investir dans les infrastructures de manière générale, non seulement le transport, mais aussi les bâtiments publics, les écoles et aussi les infrastructures de santé. Donc je pense qu'en plus de ça, l'État doit aussi investir de manière générale dans le domaine de l'éducation. L'intégration régionale est une priorité essentielle de la stratégie de développement de l'Afrique avec l'avènement de la zone de libre-échange continentale. Ainsi, les infrastructures qui lient un pays à un autre devraient faire bénéficier les économies du continent des opportunités offertes par un large marché régional. L'idée aussi importante de ne pas négliger les autres secteurs, notamment le secteur de l'agriculture, car on sait que la faim est l'un des problèmes majeurs de nos continents, tout en gardant aussi un point de vue important le fait que développer les infrastructures permettra de renforcer les échanges et permettra aussi de développer certains secteurs de manière corrélaire. Pour le responsable de la Banque africaine de développement, les infrastructures sont un facteur de création de richesse. Il ne manque pas toutefois de souligner la part active que le secteur privé africain doit jouer dans les projets d'infrastructures dans le cadre de l'intégration africaine. À noter que le privé africain ne participe qu'à hauteur de 10% à la réalisation de ces projets. À l'heure où la crise climatique rend les sols de plus en plus arides, le Mali aurait au total besoin de 64 000 tonnes de céréales cette année pour pouvoir continuer d'approvisionner les marchés en denrées alimentaires. Une nécessité pour ne pas aggraver l'insécurité alimentaire déjà présente dans plusieurs régions. Amenedji. Le Mali veut garantir une sécurité alimentaire d'ici 2022. Pour y parvenir, 64 000 tonnes de céréales sont indispensables en termes de moyens de subsistance. Selon les autorités, le plan national de réponse 2021 a été mis en œuvre à plus de 99% pour 32 994 tonnes de céréales distribuées par l'État en faveur de 102 837 personnes. Cette stratégie de production intensive passe notamment par l'accroissement de leur maîtrise de l'eau, car ils ont un très grand potentiel. Également, le développement de la recherche ou le développement des partenariats avec les organismes de recherche pour mettre en place des variétés typiques qui s'adaptent au climat du Mali et qui seront des variétés à fort potentiel de production. Le Mali, comme bon nombre de pays du Sahel, est affecté par une crise multidimensionnelle marquée par la Covid-19, les conflits armés et les aléas des changements climatiques. Le caractère violent des attaques a provoqué une baisse de la productivité et d'importants déplacements. En décembre 2021, 378 000 déplacés internes ont été enregistrés, un record depuis 2013 selon l'Organisation des Nations Unies. Face à cette situation, je dirais, fort déplorable, les approches normalement qu'on peut pouvoir mettre en place restent plus ou moins variable, mais déjà l'élément le plus clé sur lequel le Mali doit pouvoir mettre l'accent, c'est de sécuriser ses bassins de production. Et donc le Mali gagnerait véritablement à mettre en place une véritable stratégie de développement agricole quand on sait les capacités énormes que le Mali a pour pouvoir développer cette culture. Pour une meilleure résilience en 2022, le Mali prévoit d'implémenter un dispositif national de sécurité alimentaire bénéficiant de ressources nouvelles. Il consistera en la possibilité de paiement d'indemnisation de la mutuelle panafricaine de gestion des risques avec l'accompagnement des partenaires et du programme alimentaire mondial PAM. En Afrique, plus de 80% des médicaments sont importés, à l'exception de quelques pays qui ont développé une véritable industrie pharmaceutique, comme l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie ou l'Égypte. Les autres pays africains ont peu de fabricants. Cela débouche ainsi sur une forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Philomentine. Environ 95% de tous les médicaments utilisés en Afrique sont importés et le continent ne représente que 3% de la production mondiale de médicaments. Afin de renforcer la capacité du secteur pharmaceutique endogène africain, la Banque africaine de développement s'engage à injecter 3 milliards de dollars dans le secteur pharmaceutique du continent.
Un financement d'une telle importance pour le secteur pharmaceutique industriel aura une incidence réelle en termes de santé publique. Ça va diminuer la rupture de produits, mais favoriser un stock de sécurité pour les produits essentiels. La souveraineté pharmaceutique, c'est des médicaments qui sont importants pour la santé des populations africaines. Il y a également le choix des molécules à faible marge. Les multinationales qui viennent dans nos pays ne font pas toujours le choix des molécules à faible marge qui ont un impact réel sur la santé publique de nos populations. Or, les entreprises locales feront le choix et des médicaments à forte marge, mais également des médicaments à faible marge. L'Afrique constitue un marché d'1,4 milliard de personnes pour l'industrie pharmaceutique mondiale. À ce titre, le continent, ayant déjà la matière première nécessaire, doit se doter de capacités techniques afin de pouvoir contrôler son industrie pharmaceutique selon le responsable de la Banque africaine de développement. Alors, le soutien de la BAD pour l'Institut Pasteur aura un réel impact sur le secteur pharmaceutique industriel sénégalais en augmentant la capacité de production. Parce qu'il faut savoir que l'Institut Pasteur ne faisait que la fabrication de vaccins de la fièvre jaune. Ceci donc va avoir une bonne offre pour lutter contre cette Covid-19. Si nos frères africains sauront que ces produits sont fabriqués en Afrique, ça permettra donc une meilleure acceptabilité de ces vaccins anti-Covid. En visite au Sénégal, le président de la Banque africaine de développement a annoncé une collaboration avec l'Institut Pasteur de Dakar, IPD. Ce partenariat devrait permettre à l'IPD de pouvoir produire des tests rapides, des produits pharmaceutiques et des vaccins contre le Covid-19. Le portrait à présent d'Isaac Sinkot, l'ancien joueur de football, a évolué au Hero Club de Mouyouka et dans la sélection nationale du Cameroun. Le footballeur revient sur son parcours, une longue carrière pour celui qui a remporté la CAN de 1984. Joël Ballot. Ancien latéral gauche du Dynamo Club de Douala et de la sélection nationale du Cameroun, Isaac Sinkot est connu pour son jeu défensif dans les années 70 et 80. Avec cette sélection en équipe nationale, Isaac Sinkot, aujourd'hui président du club Dynamo, a remporté avec la sélection nationale la première Coupe d'Afrique des Nations en 1984. La première Coupe d'Afrique des Nations qui me fait rentrer dans l'histoire. Passant en 84, vous êtes sans ignorer que c'est le tout premier trophée que nous avons eu à gagner à Abidjan et on a éliminé le pays organisateur qui était la Côte d'Ivoire. Entre 1970 et 1974, il évolue dans divers clubs, notamment Heroes de Mouyouka, puis Dynamo Club de Douala, avec qui il remporte la deuxième Coupe du Cameroun face à Union de Douala. Une belle époque qui l'a amené à intégrer la tanière des Lions grâce à un talent déniché au milieu de jeunes aussi talentueux les uns que les autres. J'ai été donc sélectionné là-bas, du moins détecté comme quelqu'un qui pouvait jouer. Donc il y avait donc une équipe au sud-ouest qu'on appelait Heroes Club de Mouyouka qui a sollicité mon talent. J'ai joué 3 ans dans le club Heroes de Mouyouka. Arrivé donc à Douala, j'ai rejoint la Dynamo Football Club de Douala où je suis le président général. Et j'ai eu la chance de gagner la deuxième Coupe du Cameroun avec cette équipe. Aujourd'hui, l'Africafoot se développe sur de meilleures bases et avec le potentiel jeune actuel, la relève est assurée. Le Cameroun bénéficie de tous les atouts pour garantir à la jeunesse camerounaise un meilleur suivi, une meilleure reconnaissance du talent, ce dont lui, il n'a pas pu bénéficier dans les années 80. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.